Bonjour chers auditeurs, j'espère que vous vous portez bien. Je reçois aujourd'hui Ralph Ngimbi. Ralph est un entrepreneur gabonais, fondateur de l'entreprise Batou, spécialisée dans le coaching en développement personnel et en milieu professionnel. Il démarre son aventure entrepreneuriale en 2014 à la suite d'un déclic après lequel il quitte son emploi. Nous parlons dans cet épisode des questions d'organisation. Ralph nous partage son expérience. Comment dès le début, il a priorisé un certain nombre d'éléments clés pour s'assurer d'être en phase avec les bonnes pratiques. Bonjour Ralph, merci d'être avec moi aujourd'hui dans le cadre de mon podcast. Je suis ravi de t'avoir parce que je pense qu'on a eu un certain nombre de discussions préalables et finalement on a pu se rencontrer aujourd'hui. Oui. Merci de ta présence. C'est moi qui te remercie infiniment, Cédric. Après tout ce temps, on s'est plus ou moins suivi à distance. Tout à fait. Et savoir que, voilà, que tu étais revenu au Gabon, Ouais. et que tu as lancé ce projet, ce beau Ouais. projet. Et ravi de savoir que je suis parmi les premiers qui vont t'accompagner ou qui vont partager ce projet avec toi. Merci. C'est un plaisir. Merci. J'ai envie de dire, je veux qu'on mette les pieds dans le plat tout de suite et je veux te demander de te présenter à nos auditeurs. Alors, je vais me présenter à travers une pensée que je me partage tout le matin. Je me définis comme une personne aujourd'hui, je me définis de plus en plus comme une personne qui voit le meilleur potentiel chez l'autre. D'accord. Et qui lui donne les moyens dont il a besoin pour prendre son envol et s'élever et grandir. En fait, c'est vraiment la définition que je me donne, quel que soit le projet, quelle que soit la personne que je rencontre. Et cette définition de moi, elle est alignée à ce que je fais aujourd'hui. Donc, je suis Ralph Ngimbi, je suis gabonais, je suis marié, papa de 7 enfants. 7 enfants. Je vis à Mwanda, où je suis installé depuis maintenant 3 ans. Je suis le fondateur et le manager du cabinet Batou. Batou qui veut dire les hommes dans la langue Pounou, dans beaucoup de langues du Sud également. Et cette année, je vais fêter mes 50 ans. Je suis né ici, j'ai grandi ici, j'ai fait toute ma vie ici. D'accord. Et toi, ton aventure entrepreneuriale, elle commence quand? Alors, elle commence précisément début 2014, janvier. D'accord. Parce que avant de me lancer en 2014, en décembre 2013, je finis mon préavis parce que j'ai démissionné de mon job où j'étais DRH. J'étais HR manager dans une entreprise qui était installée au Gabon, ça faisait 2 ans déjà, qui avait un grand projet. C'est une entreprise internationale dont le siège était basé à Dubaï. Et j'ai été recruté comme HR manager dans cette entreprise. Et en 2013, j'ai décidé de démissionner. Tu décides de claquer la porte entre griffes. De passer à une autre étape de ma vie. D'accord. J'ai toujours su que j'allais faire cette transition parce que quand j'étais salarié, j'avais déjà créé Batou. En fait, j'avais peut-être pas administrativement, mais je savais que j'allais créer une entreprise qui s'appelle Batou, qui allait faire dans le développement du potentiel humain à travers la formation, qui allait mettre le potentiel humain au centre de l'entreprise, au cœur même de l'entreprise. Voilà. Donc ça a été, je m'étais projeté devenir entrepreneur à 45 ans. D'accord. Et là, j'avais moins, et je me suis posé la question, est-ce qu'il faut que je continue à chercher un boulot? Il faut que je franchisse le pas. Je me suis dit, qu'est-ce qui me manque pour franchir le pas? D'accord. Je me suis dit, tiens, je vais me lancer. Et pari tenu alors? Pari tenu. Voilà. Aujourd'hui, ça va faire bientôt 10 ans, ou 10 ans quasiment, que je me suis lancé. C'est vraiment une aventure. Ça a été vraiment une... Je continue à vivre cette aventure. Et des moments forts depuis? Ah oui, il y a eu des moments clés. Et aujourd'hui, avec le recul, je réalise que ces moments, certains, je les ai vécus
pas forcément en pleine conscience. D'autres, je les ai vécus en pleine conscience. D'accord. Quelques moments clés pour partager. Alors, quand je me lance, je vais avec un accord de principe de mon ancien employeur pour prendre en gestion la partie ressources humaines, donc pour externaliser la partie ressources humaines. Et quand je vais après le préavis, on se remet sur la table, il me dit « Ah non, bon, on va revoir, on va plus faire comme on avait dit. » Donc du coup, voilà, je n'ai plus cette opportunité sur laquelle j'allais, donc il faut répartir complètement de rien. Et je croise un frère de fil en aiguille, je tombe sur un frère qui me dit « Tiens, il y a une opportunité dans la mise à disposition de personnel dans une entreprise, il y a tant d'employés, ça va payer, c'est tant d'argent. » Ok, il y a une opportunité. Et là, j'ai un premier entretien avec ces personnes, un deuxième entretien, mais je ne sens pas. D'accord. Il y a certes de l'argent à gagner, mais je sens que je pourrais me retrouver embourbé dedans. Et j'ai dit au frère qui m'a donné cette opportunité, j'ai dit non, je pense pas que je sens pas que je serai à même de répondre au stade où j'en suis, de satisfaire leurs attentes. Et je voudrais pas me retrouver embarqué dedans parce que donc il y a eu ce moment où je me suis posé la question de savoir pourquoi j'ai créé cette entreprise. D'accord. Donc, à l'issue de cette opportunité, pourquoi j'ai fait le choix de devenir entrepreneur? Parce que c'est un changement important. J'étais salarié, maintenant je passe entrepreneur. Oui. Alors, si je veux réussir, il faut que je me situe. Oui. Et c'est vrai que je peux te dire, ce changement-là, parce qu'il y a une façon de penser quand on est salarié. Tout à fait. Le salarié, il ne prend pas des risques. Oui. D'accord? Il prend pas des risques. Au contraire, il cherche même la sécurité. Oui. Et l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui doit prendre des risques. Alors, ce qui se passe, pourquoi beaucoup échouent quand ils passent de salarié à entrepreneur? Parce qu'ils restent dans la logique de ne pas prendre des risques. Or, si tu veux réussir en tant qu'entrepreneur, il faut prendre des risques. Ouais. Et donc, ça a été pour moi important de faire cette transition-là, de passer de la façon de penser du salarié à la façon de penser d'un entrepreneur. D'accord. Et je me suis dit, bon, comment le faire? D'accord. Donc ça a été un moment clé pour moi. Super. Me dire, bon, il faut que je fasse ce shift-là, il faut que je fasse cette transition dans l'état d'esprit, dans la façon de penser. Et puis, ça tombait bien parce qu'il y avait les incubateurs qui s'étaient créés. Et je me suis ouvert vers les incubateurs pour aller apprendre comment devenir entrepreneur. D'accord. Et donc, c'est bateau. Donc, tu commences, je pense que si ça fait 10 ans, ça veut dire qu'il y a un vécu quand même. Et en fait, moi, ce qui m'intéresse ce matin, sur la question de ton organisation, de ta start-up, de ta PME peut-être déjà, c'est au tout début, ou sinon dans le processus de développement que tu as eu, comment est-ce que tu as senti l'organisation? C'est-à-dire, comment est-ce qu'il fallait que ta start-up s'organise pour démarrer ses activités? Et comment est-ce que ça a été important pour qu'elle tienne dans le temps? Ta question est super intéressante parce que il faut comprendre que une entreprise qui se crée va partir d'un individu qui a une idée, qui peut partager, après ils peuvent s'associer, ils peuvent être deux. Le premier focus qu'on a très souvent, c'est développer le produit ou le service. D'accord? Oui. On est focus sur le service ou sur le produit qu'on veut développer. Parce que soit c'est un produit ou un service en lien avec notre ancienne activité, si on a été salarié, ou en lien avec nos études, si on avait fait des études dans un domaine, voilà. Donc, on va te focus sur le service ou le produit à développer. Si on n'a pas le temps de prendre du recul, de toute la différence qu'il peut avoir entre travailler dans son entreprise et travailler sur son entreprise. C'est deux choses à distinguer, mais vraiment à distinguer. Travailler dans son entreprise et travailler sur son entreprise. Ouais. Très souvent, quand on travaille à développer son service, parfois on est dans l'entreprise. On travaille dans son entreprise. C'est un peu ce qui arrive à beaucoup d'entrepreneurs. En fait, ils ne créent pas une entreprise, ils créent son emploi. D'accord? Il se crée un emploi. Et donc, il va travailler dans son emploi et non dans son entreprise. Et la partie organisation de son entreprise, c'est lorsqu'on va commencer à se mettre en position, on va dire en position méta, par rapport à son entreprise pour pouvoir travailler sur son entreprise. Ce qui n'arrive pas souvent parce que
quand on est en position de travail dans son entreprise, Ouais. on est le salarié de son entreprise, on fait le travail comme faire un salarié, Ouais. on doit satisfaire le client, on doit voir comment vendre le produit. Généralement, on est focus sur comment on gagne de l'argent et non comment on développe une entreprise. Ouais. Et je suis passé par là. Ça a été difficile. J'ai pas pensé, j'avais quelques idées comment mon entreprise allait être organisée. Ouais. J'avais quelques idées. Maintenant, les matérialiser, je les ai peut-être pas forcément matérialisées comme j'avais pensé. D'accord. Parce que organiser son entreprise, il y a plusieurs éléments. Hein. Il faut pouvoir penser à la gouvernance de son entreprise. Comment elle va être gouvernée, comment elle va être gérée, comment les décisions vont être prises. Tout à fait. Comment on va monter le système d'information. Par exemple, comment je vais recruter des collaborateurs. Ouais. Quel va être tout le processus de recrutement et d'engagement des collaborateurs. Comment je vais nouer les partenariats. Ouais. Avec les fournisseurs, comment je le fais. Toutes ces questions-là ont besoin d'être structurées. C'est-à-dire, on va mettre en place des procédures, on va mettre en place comment les éléments vont être agencés. Mais ça, on n'a pas forcément le temps de le faire au début. Tout à fait. D'accord ? Et j'ai envie de dire, est-ce que c'est important au début? Ah oui, c'est important. C'est en fait là où on doit apprendre quand on devient entrepreneur, mais vraiment devenir entrepreneur, Ouais. on doit apprendre à faire ce bon dosage, cet équilibre entre travailler sur son entreprise et travailler dans son entreprise. On doit faire les deux. Ouais. On doit avoir des moments où on travaille dans son entreprise et des moments où on travaille sur son entreprise. Et c'est ce moment où on travaille sur son entreprise où on va avoir, on va être orienté vers organiser son entreprise, travailler sur l'organisation de son entreprise. Ouais. Mais quand on y est, on a, comme on dit, on a le nez dans le guidon. Ouais. Et l'entreprise grandit parce que je vais avoir besoin d'un collaborateur pour répondre à un besoin de client. Je vais recruter la personne, mais je n'ai pas mis un processus de recrutement après. Tout à fait. Je vais faire même mon premier contrat là parce que j'ai la personne. Donc, le contrat ne va pas être forcément conforme ou il peut avoir des éléments, lui peut être conforme ou à un moment ou à un autre, je ne sais pas, le collaborateur n'a pas connaissance du processus de décision. Ouais. Il va me confronter à des situations. Donc, je peux me retrouver challengé. C'est pas mauvais pour autant, hein, c'est bien. Je veux dire, tout ça, ça contribue à construire l'entrepreneur. Tout à fait. Mais parfois, ça constitue des freins. Ça constitue des blocages. Donc, il faut avoir cette prise de conscience de dire, OK, est-ce que je veux vraiment construire une entreprise durable ou je veux créer juste un job? D'accord. On peut créer un job, on peut travailler 20 ans dans son entreprise. Ouais. C'est son entreprise, elle a ton nom, mais tu travailles dedans. Tu ne travailles pas forcément sur. Ouais. Et ce sont les événements qui vont t'amener de temps à autre à réfléchir comment mettre une organisation parce que les impôts vont te l'exiger, parce que les exigences sociales vont t'obliger, tu vois. Et là, tu es maintenant en train d'agencer des choses qui rentrent pas dans un schéma initial. Ouais. Donc, il est important de se construire ce schéma initial. Mais quand on n'a pas compétence pour une des solutions, c'est que je crée l'entreprise et je recrute une personne qui a compétence pour cette partie-là. D'accord. Ça peut être une solution. D'accord. Je crée mon entreprise, je reste moi sur développer le service et puis je trouve une personne un associé ou une personne capable parce que on n'a pas toutes les compétences. Mm-hmm. Normalement, comme disait John Fitzgerald, lorsque vous savez vous entourer, vous réussissez. Ouais. Et parfois, la difficulté d'un entrepreneur qui se lance surtout dans notre environnement, qui se lance avec... tout va dépendre aussi de la motivation qui t'amène à te lancer et la raison pour laquelle tu te lances, d'accord ? Parce qu'il y en a il y a des entrepreneurs qui se lancent et ils commencent à gagner vraiment beaucoup d'argent et là, il devient un peu nombriliste. Il pense qu'à lui. Il a peur des gens qui peuvent venir le compléter. D'accord. Tu vois ? Parce qu'il veut pas payer des salaires qui valent qui soient à la hauteur de ces personnes-là. Il veut pas, voilà. Et là, il commence à se centrer sur lui-même. En fait, il se fait plus de tort. D'accord. Et donc, moi, ce que je comprends, c'est qu'un entrepreneur, il démarre, son entreprise commence à tourner, et après, il faudrait qu'il s'organise, donc il faudrait qu'il commence à réfléchir il faudrait que je me structure d'un point de vue social, avec toutes les charges sociales, d'un point de vue fiscal, avec le fisc, et il faut que
mon entreprise, je sois rassuré qu'elle va être viable, donc de par l'organisation que je mets en place. Exactement. Et il y a des personnes qui sont, il y a des structures, des cabinets ou des incubateurs ou des structures d'accompagnement qui ont capacité à aider les entrepreneurs dans cette partie-là. D'accord. Donc, on peut aller en termes de solutions, hein, Oui. parce qu'il faut comprendre que dans la réalité, on n'a pas forcément le temps de pouvoir se structurer sur le plan organisationnel. Oui. Parce que c'est assez complexe. Si tu prends du temps pour travailler sur cette partie, tu pourrais ne plus être sur le service que tu proposes, sur le produit que tu proposes. D'accord. Tu peux prendre trop de temps ou tu n'as peut-être pas forcément compétence dans le domaine. Oui. D'accord. Maintenant, je pense qu'il faut prendre conscience que tu as besoin de travailler sur ton entreprise. Oui. D'accord. Autant tu travailles dans ton entreprise, il faut que tu prennes conscience que tu as besoin de travailler sur ton entreprise. 2, il faut que tu saches que tu n'as pas forcément de compétences pour travailler sur ton entreprise et qu'il y a des structures qui existent qui peuvent t'accompagner. D'accord. Et que toi, si tu peux développer des compétences sur des compétences pour pouvoir travailler sur ton entreprise. D'accord. Il n'y a pas que les aspects financiers. Généralement, on focus sur les aspects financiers. Il n'y a pas que les aspects financiers. Ouais. D'accord. C'est vrai que les indicateurs, très souvent les plus marquants, ce sont les indicateurs financiers. Mais ils ne sont pas les seuls. Ils sont parfois la conséquence de ce manque d'organisation et de structure. Ouais. Et donc, toi, comment est-ce que c'est structuré l'appui là que tu as reçu de ces structures d'accompagnement-là? Dire sur ton modèle d'organisation, sur ton modèle de fonctionnement, etc. Et qu'est-ce que tu en as tiré? De ces organisations, on va dire, ce que je peux dire par rapport aux incubateurs, on va dire, je suis allé pour apprendre à devenir entrepreneur. D'accord. Et ce qui s'est passé, c'est que lorsque je suis arrivé, mon expérience m'a sorti du lot du public cible de cet incubateur. D'accord. Il y avait un public cible, mais vu mon expérience professionnelle, en fait, on m'a dit, lors de l'interview, je me rappelle, la personne me dit, bon, au regard de ton expérience, tu n'es pas tellement dans ce qu'on vise comme public. D'accord. Parce que toi, tu as déjà ton entreprise qui est créée. C'est bien qu'elle n'est pas structurée, mais pour les personnes qui avaient autour de moi, c'était des personnes, ils avaient des idées ou ils avaient des projets, ils n'avaient pas encore créé quelque chose. Et donc, moi, on m'a dit, ben, écoute, peut-être que toi, tu peux aider ces personnes à passer à un autre niveau. D'accord. Donc, du coup, je suis allé pour apprendre à devenir entrepreneur. Ben, j'ai été mis comme formateur, encadreur. D'accord. Et donc là, ton activité a démarré en fait aussi. Exactement, voilà. Donc, ça a été pour moi une opportunité. Okay. Là, j'ai eu une opportunité pour former et pour encadrer ces personnes. D'accord. Et ça a été un moment clé pour moi. Tu parlais tout à l'heure de moments forts. Initialement, quand je crée le cabinet, je vise mener sur les services RH. D'accord. D'accord, proposer du recrutement, bien que j'ai eu à faire du recrutement pour certaines structures d'accompagnement, mais à la base, quand je fais, c'est pour apprendre à devenir entrepreneur. Ouais. Donc là, j'ai eu une opportunité qui m'est donnée et je vais apprendre à me structurer en fait avec cette opportunité tout en étant à l'intérieur. Suivre des formations, accompagner des personnes. Donc, j'ai appris en faisant. D'accord. Voilà, j'ai appris en faisant. Mais un élément qui a été important, c'est me former. D'accord. Et à quoi, exemple, c'est-à-dire, est-ce que c'était des formations de type sur la gouvernance? Est-ce que c'était des formations de type sur les outils clés à mettre en place, etc. Exactement. Qu'est-ce qui a été proposé et qui a été intéressant sur le coup? Je me suis plus ou moins auto-formé. J'ai lu énormément sur le management, sur l'organisation, mais pas comme toujours trouver des solutions pratiques. D'accord. D'accord, ça a été beaucoup plus... mais avoir la connaissance et voir comment la traduire. Voilà, parfois il m'arrivait de dire, OK, pour le recrutement, je vais mettre en place, je vais construire un processus clair. Bon, c'est vrai que c'est déjà mon domaine. Ouais. Je vais construire un processus clair. Pour les questions financières, bah, c'est pas forcément ma tasse de thé. Je vais trouver un cabinet qui a compétence dans le domaine. Ouais. Et dire, bon, voilà mon besoin, comment vous pouvez m'accompagner? Ouais. D'accord. Donc, je me suis formé et je suis allé vers ceux qui avaient la compétence, de manière à ce que quand on parle, quand ils me présentent leur service, je sache de quoi il s'agit. Je comprenne exactement. Voilà,
je me suis donné les éléments pour comprendre le langage de ceux qui ont compétence dans l'organisation. Tout à fait. Et moi, en restant dans le domaine qui est le mien, c'était organiser principalement la gestion du personnel, les contrats, tous ces processus-là, quoi. Ouais. Et donc, du coup, aujourd'hui, toi, on va dire, tu as été intégré dans ces processus d'incubation, tu as commencé à utiliser des outils, etc. Oui. Et ton retour d'expérience de tout ça, tu penses que c'est quoi les erreurs à éviter aujourd'hui? Si tu partages à un entrepreneur, voilà, tu démarres, ne fais pas ci, fais plutôt ça, parce que c'est ça qui est plus important en termes d'organisation pour ton entreprise, pour ta startup. Alors, la première erreur à éviter, je dirais, c'est faire l'erreur d'éviter les erreurs. D'accord? Il faut apprendre à faire des erreurs. Ouais. Il faut accepter de faire des erreurs. Parce que naturellement, en fait, on apprend en essayant. Oui, tout à fait. D'accord? Ouais. Ce qui se passe, c'est qu'il va avoir cette façon qui nous conditionne même à éviter les erreurs. C'est-à-dire, je cherche d'abord à tout avoir et m'assurer avant de me lancer. Oui. D'accord? Or, on peut aller à tâtons. Il faut accepter les erreurs. Donc, la première erreur, c'est celle de ne pas avoir peur de faire des erreurs. D'accord. Ok, il faut accepter de faire des erreurs. Il faut accepter, comme on dit, il y a un proverbe africain qui dit, c'est pas la chute qui est importante, c'est la capacité à se relever. Donc, première chose, accepter et apprendre à faire des erreurs. Ouais. Alors, le deuxième conseil que je donnerais, c'est la projection. Une des erreurs qu'on fait, c'est projeter. Où est-ce que tu te vois dans 10 ans? Où est-ce que tu te vois dans 20 ans? Ce que tu crées là. D'accord? Il faut se projeter. C'est vrai que il y a un document, notamment la fiche circuit qu'on obtient. Ouais. C'est marqué 99 ans. Ouais. D'accord? C'est la durée légale, on va dire, ou administrative de ton entreprise. Mais est-ce qu'à un moment, tu regardes ce chiffre en disant, OK, qu'est-ce qu'elle va être dans 100 ans? Ouais. Est-ce que je la crée pour qu'elle existe 100 ans après? D'accord. Les entreprises qui sont créées, qui existent aujourd'hui, ça fait 100 ans, les fondateurs se sont projetés. Tout à fait. Donc, voilà, une des erreurs, c'est avoir une vision long terme. Il faut éviter cette erreur. Voilà, il faut se projeter, il faut prendre le temps Et une autre erreur, la troisième erreur à éviter, c'est celle de partir de l'idée que je connais mon métier. Je connais donc mon entreprise. D'accord. Genre, je prends l'exemple, j'essaie de développer les logiciels, donc je connais mon entreprise de développement de logiciels. J'ai plus besoin d'apprendre. Non. Une des erreurs que l'on fait, c'est arrêter d'apprendre. D'accord. Oui, tout à fait. Il faut vraiment, et ça c'est valable que l'on soit salarié ou que l'on soit entrepreneur, hein. Il faut vraiment investir sur soi. Il faut investir. Je connais des entrepreneurs qui ont eu des frères gabonais, qui ont eu des entreprises où ils atteignaient des chiffres d'affaires près de milliards. Ouais. Mais à un moment, tu parles d'organisation, ils n'ont pas investi le temps, l'argent sur l'organisation de leur entreprise. Ouais. Mais ils ne pouvaient pas le faire parce qu'ils étaient focus sur leur métier. D'accord. Mais l'entreprise a grandi, ils avaient du chiffre. Ils arrivaient à satisfaire aux besoins du client, mais seulement ils ne savaient pas que cela nécessitait aussi de mettre en place le niveau d'organisation qui correspond. Donc, on peut se retrouver avec une entreprise qui fait du chiffre, mais la qualité ou le type de système d'organisation qui est mis en place est le point faible. Tout à fait. D'accord? Mais ça passe par une chose, il faut continuer à apprendre. Tout à fait. Il faut continuer à apprendre. Une erreur également, c'est avoir peur de s'associer, avoir peur de s'ouvrir. Ouais. Ça aussi, ça pénalise. Et là, tu parles de gouvernance? Pas seulement en termes de gouvernance, même en termes d'ouvrir aux associés, de s'associer, sur par exemple certaines opportunités, s'associer à d'autres entreprises. Lorsque tu as par exemple, moi il m'est arrivé à plusieurs reprises, j'ai un marché de formation, je sollicite d'autres formateurs que je connais. Ouais. D'accord? En me disant, bon, écoute, il y a une opportunité, je veux qu'on y aille ensemble. Donc, on doit également avoir cette capacité à créer la synergie pour répondre à certains besoins qui vont nécessiter qu'on s'associe à d'autres. D'accord? Donc, une des erreurs également, c'est avoir peur de s'associer, avoir peur de s'ouvrir aux autres. La notion de concurrence, je dis, elle existe, elle est vraie. On est sur un marché, donc c'est normal, on va en concurrence. Mais on gagnerait beaucoup plus à s'associer. Tout à fait. À considérer les autres comme des concurrents. Tout à fait. D'accord? Partir ensemble. Plus. Idriss Aberkane dit, si on prend
la connaissance, si on prend quelque chose de matériel, ça se divise. On peut le diviser. Tout à fait. D'accord, si je prends 2000, je te donne 1000 francs, je n'ai plus 2000. Tu as 1000 francs. J'ai 1000 francs. Mais si je te partage un savoir sur comment manager une équipe ou comment motiver ton équipe, ben j'ai multiplié. Tu multiplies, ouais. D'accord. Tout à fait. Et toi, en le faisant avec d'autres, tu multiplies. Tout Donc, à fait. le savoir, c'est multiplie et le matériel, par contre, c'est divise. Donc, quand on multiplie, en s'associant avec les autres dans l'idée de multiplier, ben, non seulement tu grandis, hein, parce que aussi une chose qui est importante, une des façons de grandir, c'est faire grandir les gens. Tout à fait. Tout à fait. Ouais. Donc aujourd'hui, moi ce que je comprends du parcours d'entrepreneur et de l'implication de ces organisations, donc des incubateurs, etc., c'est que beaucoup d'entre eux sont là au début, donc quand les startups commencent. Et donc, vu que tu es passé par là, moi j'ai envie de te demander comment est-ce que tu penses qu'ils pourraient renforcer les approches qui permettent de former, qui permettent d'édifier les entrepreneurs sur comment s'organiser. Ou aujourd'hui, qu'est-ce qui pourrait être plus important, sur quoi on pourrait mettre l'accent, sur quoi ces entités-là devraient mettre l'accent lorsqu'elles accompagnent les PME. Alors, bien malheureusement, on constate que beaucoup de ces organisations, ces structures, sont plus ou moins sur un modèle académique. D'accord. Elles enseignent les entrepreneurs, elles donnent des cours. C'est pas là où il va avoir la valeur ajoutée, en quelque sorte. D'accord. À mon sens, je pense que la première chose à laquelle ces structures devaient se positionner, c'est construire l'entrepreneur, l'état d'esprit entrepreneurial, mais vraiment l'état d'esprit entrepreneurial. Parce que la personne qui vient avec une idée de projet, qu'il a trouvé l'eau magique, d'accord, il se dit, je veux gagner de l'argent. Ouais. Mais il me faut de l'argent pour développer ce produit. Ouais. Donc, il vient avec l'idée que s'il vient chez vous, il va obtenir la facilité pour avoir l'argent. D'accord. Ouais. Et s'il reste focus sur l'argent, ben, on l'a plus ou moins perdu, en fait, en tant qu'entrepreneur. Ouais. C'est la raison pour laquelle beaucoup de jeunes qui vont avec des projets échouent. Ouais. Quand on regarde même le système de sélection, c'est plus ou moins comme si c'était on rentrait à l'école. D'accord, c'est par concours. Donc, une idée de projet, tout son potentiel en termes de valeur ajoutée, bah, pour la mesurer à la capacité de la personne à créer la valeur, il faut déjà évaluer l'entrepreneur. Il faut voir sa capacité. Est-ce que c'est quelqu'un qui est capable de porter ce projet sur 10 ans, sur 20 ans? D'accord. Ou il veut simplement sortir du chômage et créer son emploi. Il n'y a rien de mal à ça, quoi. Donc, la première chose, je pense, le premier changement qu'on pourra avoir, c'est sortir de l'idée de créer des statistiques pour satisfaire ceux qui financent. Parce qu'il y a ça aussi, hein, dans ces organisations-là. Ouais. Voilà. On va recruter, cette année, on va lancer, il y a 1000 personnes. Donc, c'est pas ça. La preuve, c'est que si on les regarde 10 ans, 15 ans après, combien sont des entreprises viables qui sortent de ces structures-là? Tout à fait. D'accord? Donc, la première, c'est l'état d'esprit de l'entrepreneur. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit quelque chose qui a un parcours extraordinaire, qui m'a dit, tu sais, Ralph, un projet bien structuré n'a pas besoin d'aller chercher l'argent. D'accord. Un projet bien structuré attire l'argent. Soit il a démarré, soit le potentiel est démontré. Mais en fait, c'est beaucoup plus élique, ça va un peu plus loin. Si toi, tu as structuré ton projet, d'accord? Là, tu as structuré ton projet de podcast. OK? Tu as identifié que parmi les personnes, il y a Ralph. Tu me mets en avant, Ralph, écoute, j'ai fait des podcasts, je t'ai identifié comme personne, tu mets en avant ce que je gagne. Je viens, je suis là. Ouais. Tu vois? Ouais. Tu vas pas chercher un financement pour dire, OK, je vais faire des interviews, j'ai besoin de 500 000 pour organiser les interviews. Tu ferais ça, tu n'aurais pas démarré. Ouais, tout à fait. D'accord? Mais comme tu as bien structuré ton projet, ben voilà, je suis disponible, je suis là. Ouais, tu vois? Ouais. On va dire, lorsqu'on structure son projet, on devrait plutôt aller vers le banquier, lui dire qu'est-ce qu'il a gagné dans notre projet. D'accord? Qu'est-ce qu'il a gagné dans notre projet? Pas donne-moi de l'argent pour lancer mon projet. Lui, il regarde les risques. Et généralement, c'est les salariés. Ouais. Ouais. Ils sont tous salariés dans leur banque. Donc, ils ont une logique de salarié. Et toi, tu viens avec une logique d'entrepreneur qui vient dire, toi, donne-moi de l'argent.
Non, ils valorisent qui tu es pour que je te donne mon argent. Tout à fait. Si on structurait les entrepreneurs sur leur potentiel en disant, oui, celui-là, vraiment, il veut faire de l'entrepreneuriat parce qu'il est passionné, parce que derrière, on sent qu'il a cet esprit, il a ce potentiel, il ne cherche pas un job en attendant. Cela, voilà, on va identifier des véritables entrepreneurs. Ça serait la première chose. La deuxième, c'est amener ces personnes à dire, OK, le parti des euros, même si c'est pas, ça peut paraître une utopie, mais quand on dit parti des euros, c'est partir de l'idée que j'ai rien, mais je vais créer, parce que l'entrepreneur crée de la valeur, d'accord? C'est amener à développer dans ces structures, développer chez les entrepreneurs ou chez ces porteurs de projets, l'idée que vous deviez être capable de structurer votre projet de manière à ce qu'il attire de l'argent. De telle sorte que quand tu parles de ton projet à quelqu'un, tu lui parles pas de ton projet. En fait, tu dois mettre en valeur qu'est-ce qu'il y gagne. D'accord? Et ce gars me disait, quand il va voir les banquiers, il dit, il prend le temps de vraiment, il va essayer de donner les moyens d'une connaissance dans le domaine bancaire. Il dit, OK, sur tel domaine de votre organisation ou vos finances, vous êtes à quel niveau? Moi, je suis capable de multiplier votre niveau financier, par exemple, par 5, par 4. Il demande, le banquier va forcément demander, ouais, de quoi tu parles? Comment tu peux le faire? Tu vois? Là, il commence à être intéressé. Il est curieux. Ouais. Et il met en avant, il travaille son argumentaire, il explique, tu vois, il explique qu'est-ce qu'il y gagne. Et là, ça amène une autre perception, une autre interrogation sur le banquier. D'accord? Il voit qu'est-ce qu'il gagne. Il n'est pas focus sur ce qu'il perd. Or, très souvent, dans la logique qui est la nôtre de financement, ceux qui ont l'argent, ils sont focus sur ceux qui perdent, hein, que sur ceux qui gagnent. Mais tout ça, ça part du discours que va porter le porteur de projet ou l'entrepreneur. D'accord? Ouais. Donc, on devrait amener les potentiels entrepreneurs ou même les entrepreneurs existants à avoir des discours, à avoir une façon de penser, à les vendre leurs projets. D'accord? Tout en montrant aux personnes qui sont capables de financer qu'est-ce qu'ils y gagnent. Mais vraiment, qu'est-ce que vous gagnez sur la durée du projet, mais ça, c'est vraiment fondamental à mon sens. D'accord. Et s'il y a un troisième volet où ces structures devaient pouvoir se développer, c'est, je l'avais dit tout à l'heure, hein, le système de concours d'entrée. Le système d'entrée est vraiment à revoir parce que du coup, c'est un peu comme l'école. Hein, qui élimine certains, même s'ils ont... L'entrepreneuriat, c'est d'abord le potentiel humain. Tout à fait. De quoi tu es capable, cet état d'esprit-là. L'entrepreneur, il voit les problèmes il voit derrière les problèmes et les solutions qu'il peut apporter. Or, aujourd'hui, l'entrepreneur te dit, j'ai un problème de financement. Mais quand un banquier t'entend, tes problèmes de financement, c'est que tu n'as pas de capacité à créer de la valeur. Parce que normalement, quand tu as un problème de financement, tu dois être capable de créer des financements. Je veux dire, aujourd'hui, quand on regarde notre environnement, on focus sur qu'est-ce que le gouvernement peut faire pour nous financer. Mais on ne focus pas sur comment je vais chercher les clients. Pour commencer à fonctionner. Exactement. Et ensuite avoir un effet de levier qui permet de m'orienter vers des banquiers pour étendre mon entreprise. Exactement. Qui va te permettre d'avoir un discours du type, OK, moi... Voilà, j'ai tel client avec qui je réalise tel chiffre d'affaires. J'ambitionne passer avec lui à tel chiffre d'affaires pour l'année prochaine. D'accord? Parce que je vais lui proposer ceci. Mais pour développer ce que je vais lui proposer, voilà. Il regarde ce que tu es capable de faire, ce que tu as déjà été capable de faire. Oui. Tu vois? Oui. Et c'est vrai que le gros problème qu'on a, le principal problème d'ailleurs, très souvent, de l'entrepreneuriat chez nous, c'est le problème financier. Mais parce qu'en fait, on est dans une logique de salarié. On cherche l'argent, on cherche qu'on nous paye. Tout à fait. Alors, on ne doit pas payer un entrepreneur. C'est lui qui paye les gens. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, je vais dire, je pense qu'on a parlé un peu, et même pendant nos discussions, mais c'est quoi Batou du coup? Alors, Batou, c'est l'homme avec grand H. D'accord? L'homme sur sa dimension de personnalité, parce que aujourd'hui Batou propose un outil de découverte de de son type de personnalité. D'accord. À travers les formations, à travers le coaching, en partant de ma propre expérience que j'ai eu ce moment où pour moi il fallait se découvrir qui tu es pour être capable d'aller là où tu veux aller. Donc Batou, c'est
aider les personnes à découvrir leur type de personnalité. Batou, c'est donc prendre conscience que j'ai ce moment de prise de conscience, là, d'abord prendre conscience de qui tu es, parce que c'est fondamental, de telle sorte que tu puisses te projeter de façon positive. C'est très important, de façon positive sur ton projet, que ça soit même un emploi, hein, ou même un projet d'entrepreneuriat. D'accord? C'est important d'avoir un regard positif sur soi-même, parce que ce regard positif sur soi-même va permettre d'avoir un regard positif sur ce que tu fais. Ouais. D'accord? Parce que si tu n'as pas un regard positif sur toi, tu peux être en train de faire la bonne chose, mais tu vas avoir un regard sombre sur ce que tu es en train de faire. Tout à fait. D'accord? Donc, Batou, c'est se découvrir, prendre conscience de qui tu es. La deuxième chose, Batou, c'est apporter la connaissance, le savoir, la compétence. Alors, notre triptyque, on le définit autour de 3 C. La première, c'est prendre conscience. D'accord. Ensuite, une fois que tu as pris conscience de qui tu es, où tu veux aller, il faut maintenant te donner les moyens. Donc, il faut développer, faut avoir la connaissance, il faut développer les compétences qui vont avec. D'accord. En mettant un accent sur les compétences comportementales. D'accord? Parce que pour nous, c'est la clé. Je te prends un exemple, Cédric. Quand tu as certainement eu des collaborateurs tout au long de ton parcours en tant que salarié, que ça soit collaborateur ou tu es manager, ou collaborateur ou collègue avec qui tu interagis au quotidien, ou même ton manager. Ouais. Mais si tu t'arrêtes un instant et que tu fais une interrogation, une sorte d'introspection sur des situations que tu as vécues, tu vas remarquer que très souvent, c'est des situations dues au comportement. Oui. Beaucoup d'intelligence émotionnelle aussi. C'est une partie. En fait, nous, on va dire, le schéma, il faut avoir la pensée. D'accord? D'abord, il y a la pensée. La qualité de la pensée que tu vas avoir va créer l'émotion. Ouais. Et l'émotion que tu vas avoir va déclencher l'action. Ouais. D'accord? Donc, l'intelligence émotionnelle se trouve au niveau de l'émotion. Ouais. Mais d'abord, il y a la pensée. Donc, si tu penses négativement, tu vas avoir des émotions négatives, c'est que sûr que ton action va être peut-être peut donner un résultat négatif. Ouais. De la même chose quand c'est positif. L'intelligence émotionnelle dont tu parles, elle fait partie des compétences qu'il faut développer. Tout à fait. D'accord? Et donc, nous, on met un accent sur les compétences comportementales. D'accord. Principalement qu'on appelle les soft skills. Donc, prendre conscience de qui je suis, développer mes compétences comportementales, au nombre desquelles on peut trouver l'intelligence émotionnelle, son leadership, sa capacité d'écoute, la créativité, d'accord, le travail en équipe. Ce sont là des exemples de soft skills qu'il faut développer. Ensuite, une fois que tu as développé ces compétences clés, qui est le deuxième C, le troisième C, il émerge naturellement, on va dire ça comme ça, qui est le troisième C, c'est la confiance en soi. Parce que si j'ai pris conscience de qui je suis, j'ai développé la compétence qui va, je me positionne en confiance dans ce que je fais. Ouais. Et Ralph Waldo Emerson le dit, hein, la confiance est la clé du succès, la première clé du succès. Ouais. Et beaucoup de personnes, moi je rencontre des managers d'un certain niveau qui ont des défis de confiance sur certains aspects, parce que la confiance n'est pas quelque chose de rigide ou qu'on a acquis et puis c'est parti pour la vie. Hein. La confiance, on peut être en confiance dans un domaine et ne pas être en confiance dans un autre domaine. D'accord? Mais il faut prendre conscience que j'ai pas confiance dans ce domaine-là. Ouais. Et ce qui se passe souvent, c'est que si je prends pas conscience, je vais pas travailler sur cet aspect et je peux y aller comme ça. Ouais. Or, une des façons, et comme pour confirmer ce que dit Ralph Waldo, tout ce que tu as réussi, et moi également, dans ta vie, Cédric, ça a été là où tu as été en confiance. D'accord? Ouais. Toutes les choses que ça soit relation personnelle ou relation professionnelle, d'accord? Là où tu t'es senti en confiance, tu y es allé. C'est comme tu veux dire quelque chose à ton manager, tu réfléchis 2 fois et tu dis est-ce qu'il faut que j'aille, et puis là tu as ce moment où tu dis j'ai confiance en moi, je peux y aller, tu vas y aller. Mais si tu n'as pas confiance en toi, tu vas pas y aller. Donc Batou, c'est ça, c'est aider les gens à prendre conscience, développer les compétences comportementales et permettre aux gens d'être en confiance. Ralph, merci. C'est moi qui te remercie. Peut-être ajouter ce que nous faisons aujourd'hui comme activité, hein, comme nous avons comme portefeuille client. Aujourd'hui, nous développons donc Batou développe des formations, accompagne des entreprises et sur tout ce qui est management, leadership pour la performance. On met un accent sur la performance, notamment la performance humaine et organisationnelle. On doit d'abord travailler de performance soi-même en tant qu'individu. Mm-hmm. Hein, et cette performance peut s'apprécier ou se mesurer par la satisfaction qu'on peut avoir pour soi-même dans ce qu'on fait.
c'est en ayant cette satisfaction qu'on est capable d'apporter de la satisfaction aux autres. Mais si tu n'es pas satisfait, si tu n'arrives pas à avoir de la satisfaction dans ce que tu fais pour toi-même déjà, il va être difficile de faire l'effort nécessaire pour satisfaire quelqu'un d'autre. C'est la performance humaine. Après, on peut théoriser là-dessus, mais c'est pas le but. C'est faire les choses de manière à ce que j'utilise le maximum de mon potentiel dans ce que je fais. Et ne pas être moyen. On a tendance à être moyen dans notre société. Dommage. On devait y travailler, tu vois. On prend par exemple, hier on s'est parlé. On se dit on commence notre interview à 9h. 9h pile, je suis là. Quasiment. Tout à fait. On a commencé à 9h06. Tout à fait. Je suis pas arrivé à 10h. Tout à fait. Tu vois, dans notre pays, il serait normal que j'arrive à 19h30, 10h, que je dise bon, on peut commencer. Tout à fait. Je dis un exemple comme ça, quoi. Donc, il y a les petites situations comme ça où soi-même déjà on doit se faire l'effort de se satisfaire. Que je me suis dit, je vais être à 9h au rendez-vous, j'étais à 9h. Tout à fait. Et là, je sens que je suis satisfait d'avoir tenu mon engagement. Tout à fait. Et c'est une fois on est dans cette logique, ce qu'on fait pour le client, ce qu'on fait pour son employeur, dans la même logique, l'employeur ou le client va être satisfait. Et ça se résume par ce qu'on dit, je pense, je parle et j'agis pour la performance. Donc, je pense, je parle, j'agis pour la performance. C'est ça, c'est mon leadership. Tout à fait. Voilà la dimension que l'on se donne au niveau, que je donne plus ou moins à l'entreprise Bateau. Je partage une anecdote. J'étais dernièrement avec des amis qui sont entrepreneurs, aujourd'hui à Manda. Ça fait 10, 20 ans, ils sont entrepreneurs et qui se plaignaient un peu de ce qu'ils vivent. Puis je leur disais, vous savez, normalement, on fait ce choix quelque part, on aspire à une liberté. Tout à fait. Si tu tronques cette liberté tout au long du parcours, tu vas avoir des challenges. Mais si tu perds de vue cette liberté, tu vas plus être libre. Mais c'est la liberté de quoi? La liberté de pouvoir décider, choisir. Pour pouvoir dire un non à un client quand tu sens que c'est pas aligné, quand tu sens que tu peux pas. Mais si tu es en galère, tu vas dire oui pour dire. Et en fait, ça va amplifier la galère. Oui, tout à fait. Parce qu'après, tu es contraint de faire quelque chose qu'à la base, tu ne souhaitais pas faire. Exactement. C'est pas facile. Ça peut paraître utopique pour certains, mais si tu as fait ce choix, je vais finir sur ça, te partager ma gratitude, attitude de tous les jours, c'est-à-dire, je remercie je remercie d'avoir la possibilité de faire le choix, d'accord, et d'être qui je veux être. Je remercie la possibilité d'avoir à faire le choix, de choisir. Et d'être qui je veux être. Ça, c'est fondamental. Choisir d'être qui tu veux être. Tout à fait. On passe beaucoup de temps à se plaindre. C'est beaucoup d'énergie. C'est vrai. Et perdu. Et perdu, oui. Tout à fait. Et un entrepreneur qui se plaint. Non. Il bride sa capacité à créer. Tout à fait. Parce que ça occupe son temps. Ça occupe son temps à travailler. Et à se concentrer sur ses clients. Exactement. Il a été prouvé même dans les études du cerveau que lorsque tu te plains beaucoup, la partie du cerveau qui crée s'atrophie. Cette capacité à créer. Donc, un entrepreneur qui se plaint de son environnement, de ce client, de ceci, non. Voilà. Ok. Je te remercie. C'est moi. Ta disponibilité. Et ce temps partagé avec moi. Merci. Et aussi avec les personnes qui vont écouter ce numéro. Et en espérant pouvoir discuter avec toi d'un autre sujet à une autre occasion. Écoute, je te dirais toutes les fois ma disponibilité sur Libreville. D'accord. Et puis voilà, je pense que géographiquement, je sais où te trouver. Donc je dirais... écoute, Cédric, si je suis là, si tu veux qu'on se retrouve pour partager, ce sera avec plaisir. Tout à fait. Voilà. Merci. Merci à toutes les personnes qui vont écouter ce podcast. Et que, voilà, si vous avez déjà franchi le pas, que vous êtes entrepreneur, voilà, arrêtez-vous un moment après avoir écouté ce podcast et demandez pourquoi vous êtes entrepreneur, pourquoi vous avez fait le choix de devenir entrepreneur. Tout à fait. Et si ça résonne dans vos tripes,
par rapport à ce que vous faites, continuez à le faire. Si ça ne résonne pas, réinventez-vous. On reste disponible pour vous aider. Tout à fait. On reste disponible pour vous aider. Merci. Voilà. Au revoir. Au revoir.